Bonjour, communauté de coups critiques. Ici Kim et Philippe de Décompté des dés. Et aujourd'hui, on va vous parler du nouveau guide des maîtres de jeu de Donjons Dragons 5e édition, édition 2024. Beau livre, beau chat. Si vous n'avez pas vu notre vidéo sur le nouveau manuel des joueurs de 2024, vous pouvez l'écouter en cliquant sur la fiche, je me trompe tout le temps de barre, qui est quelque part de ce côté-là ici, en haut. Sinon, ben voilà. En gros, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est regarder ce nouveau livre-là. En gros, est-ce mon opinion rapide? Est-ce que c'est mieux que le livre de 2014? Oui. Est-ce que c'est un achat essentiel pour tous les joueurs de Donjons Dragons? Non. Est-ce que c'est utile pour les nouveaux maîtres de jeu? Absolument. Est-ce que désormais est-ce que c'est un livre maintenant qui est sans faute, sans problème, sans défaut? Absolument pas. Donc, on va passer chapitre par chapitre, dans le fond, pour voir ce que nous présente le nouveau guide des maîtres. Structurellement, on pourrait dire la manière qui est construit, le nouveau guide des maîtres est vraiment différent du précédent. Il est organisé de manière beaucoup plus logique dans de passer de chapitre à chapitre et même dans les différents chapitres. On commence par les outils de base, avant de s'étendre au concept, la création de parties, mais de campagnes entières, de créer même un univers propre à nous. Donc, comme j'ai dit, on va passer chapitre par chapitre, nos opinions un peu, qu'est-ce qu'on en a pensé, puis on va finir par une belle critique globale de l'œuvre. Donc, voilà, on commence sans plus s'attarder. On vous promet aussi que ça va être un petit peu plus court que celui du manuel des joueurs. Oui, assurément. Assurément. Vous allez voir la barre de temps, là, elle risque d'être moins longue que le précédent. Le chapitre 1, les bases, carrément, c'est comme ça que le chapitre s'appelle. Donc, on y présente les concepts fondamentaux du rôle du maître de jeu, dans le fond, notamment la préparation d'une session, la gestion d'un groupe autour de la table, le maintien de l'engagement, du respect des joueurs en général. On comprend aussi, le chapitre comprend un aperçu de ce qui est nécessaire pour jouer et maîtriser une partie, là, les dés, avoir les règles sous la main, les outils de jeu comme, entre autres, l'écran de maître de jeu. Ouais. En tant que maître de jeu beaucoup plus aguerri, Philippe, t'en as pensé quoi de cette section-là ou qu'est-ce que t'as relevé? Ben, je te dirais que le chapitre 1, c'est le chapitre que j'ai trouvé le plus facile à lire, le plus digeste, le mieux, tu sais. Je vais en reparler un peu plus tard. Il y a des chapitres qu'il faut que tu prennes des pauses, là, mais lui, ça se lisait très bien, c'était très fluide. Je trouvais qu'on y trouvait aussi beaucoup de conseils donnés dans les capsules YouTube, à travers le temps, les années. C'est comme un vrai petit condensé de ce qui a été dit, expérimenté pendant 10 ans, résumé en petits paragraphes. Je lisais des choses, c'est comme genre, c'est quelque chose qu'on a appris à la dure ou que, à force d'essais-erreurs, ils ont essayé de comme tout condenser ça pour pouvoir améliorer, pour aussi vous aider à naviguer à même le guide du maître. Ils ont fait un petit encadré qui vous indique où sont les principaux changements en 2014 et 2024. Il y en a partout, mais ils ciblent vraiment, voici les chapitres que vous allez noter le plus de différences. Fait que souvent, ça veut dire portez-y plus attention. Il y a aussi des suggestions, tu parlais de suggestions de matériel à utiliser, justement, guide du maître, dés, etc., tout ce qu'on peut trouver. Mais à chaque fois, ils propose des remplacements possibles et économiques avec des objets de la vie de tous les jours pour essayer de dire, c'est un loisir qui est quand même accessible. Il y a beaucoup de gens qui disent, hey, Donjons Dragons, c'est rendu, ça coûte cher, si, ça. Ils essaient quand même d'encourager le fait maison, puis le fait que même si t'as pas la belle table de jeu avec toutes les figurines peintes, puis tout le stock, puis tous les beaux décors, tu peux quand même le faire, puis tu peux jouer, puis au lieu d'acheter des beaux anneaux en impression 3D peint, tu peux utiliser des goupilles, tu peux, ainsi de suite. C'est comme, il encourage ça. Je trouve que ça met un petit peu moins de pression. C'est ça, il pousse pas pour vendre du stock, là. C'est comme, ça reste un jeu que tu peux jouer à 13 ans avec tes amis. C'est ça. Avec, tu sais, pas beaucoup de moyens, là. Puis, moi, j'ai trouvé comme pour un nouveau maître de jeu, si on le compare à 2014, ce chapitre-là, c'est comme
c'est la nuit et le jour, là, de à quel point c'est comme, OK, on t'introduit vraiment à comment fonctionne le jeu, la prise en main d'une partie, puis aussi la dynamique autour d'une table. Donc, tout ça, je trouve que pour un nouveau maître de jeu, c'est beaucoup moins intimidant qu'avant. Le chapitre 2, déjà, c'est vraiment sur comment mener une partie. Donc, on passe vraiment des bases là, du BAA à là, on embarque dans le jeu et comment qu'on mène une partie. Donc, ça couvre toutes les mécaniques essentielles du jeu, comme la narration, le combat, les règles d'exploration, l'interaction sociale, donc les 3 piliers principaux du jeu, le suivi des initiatives lors des combats, la gestion des capacités, puis les défis, monter les défis pour les joueurs. Encore là, je te passe la POC, Philippe. Ben, il y a beaucoup de conseils de gestion, tu sais, comme autant le rythme, le temps que gérer le plaisir de la table. Ça, c'est quelque chose que je trouve que le ton du manuel du guide du maître 2024 pousse beaucoup vers ça. Le respect des joueurs, tu sais, de respecter ta table, mais aussi te faire respecter puis respecter ton plaisir. Ils vont beaucoup de fois dire au maître de jeu, ça, c'est encore là, ça, c'est système, ça, encore là, c'est. On peut se dire que ça ressemble à une évidence, mais j'ai tellement vu des histoires de maîtres de jeu qui se faisaient imposer des affaires puis sont comme genre, mais là, si ma table est de même puis moi, j'aime pas ça, ou il y a un joueur, ils vont tous donner ces petites affaires-là pour que la personne elle se dise, hey, toi aussi, il faut que tu aies du plaisir. Plusieurs éléments aussi suggérés qui viennent à travers qui proviennent de la communauté à travers le temps, ils sont présentés comme mettons, essayer de nouveau. Si ça mettons t'as échoué, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de nouveau? Avant, il y avait des règles sur genre t'es un roublard, tu peux essayer une fois par niveau ou parfois ou à chaque level up ou peu importe. Ben là, ils disent que beaucoup, c'est le temps. Fait que ils disent, mais au pire, mettez des conséquences. Si ça prend plus de temps, ben il faut qu'il arrive un petit quelque chose. La réussite à un coup, t'as manqué ton jet, mais de 1, 2 ou 3, fait que tu peux dire, regarde, fais-le réussir pareil, mais c'est le fameux oui, mais. Le feeling forward, là. C'est ça que j'aime. Oui, mais plus dans le tu réussis, mais t'as une pénalité où les gardes sont. S'en rendent compte. Parce que des fois, ils disent c'est plate, le jet peut être possiblement important, puis tu fais juste le rater de 1, ben, ils suggèrent au maître de jeu, ben, fais-le réussir quand même, mais. Puis justement, l'échec vers l'avant, il en parle aussi. Il t'a échoué, puis tout, OK, ben, assure-toi que l'échec, ça arrête pas ta narration. C'est des conseils qu'on a vus aussi à travers le temps, les fameuses, les portes barrées, les affaires dissimulées. Ils encouragent ça, c'est super le fun, ça fait partie de la fantaisie, mais il faut pas que ça soit un frein. Faut pas que ça fasse comme, t'as pas trouvé la chambre secrète, tu n'as pas la pièce importante du puzzle. C'est ça, ou laisse-le chercher pendant 3 heures de temps parce qu'il faut qu'il trouve l'indice, sinon ils peuvent pas avancer. Là. Fait que... Ouais, c'est ça. À part si c'est un élément important de la campagne, c'est comme mettons trouver le phylactère d'une liche ou quelque chose du genre, mais ils disent encore là, laissez des indices ou quelque chose. Ils ont manqué la première fois, ben assurez-vous que quand ils reviennent, ils ont une idée. Exact. Aussi, il y a des suggestions par rapport comment le DM réagit ou vit ça. Il y a une formulation qui est comme moins impérative, plus dans le ressenti, plus dans le... Ils disent souvent « some DM likes ». Certains MJ aiment ça. Mais ça veut juste dire comme encore ta table, tes règles. Voici ce que beaucoup aiment ou ce que plusieurs aiment. Mais si toi, t'aimes pas ça, change ça. Si tes joueurs aiment pas ça, change ça. Fait que c'est comme tout ça. C'est une approche un peu... C'est des petits mots qui sont différents, qui font en sorte que tu n'as plus l'impression de lire comme genre voici un livre de règles de jeux de société, tu es obligé de le suivre, puis voici plutôt un guide qui va t'aider à progresser. C'est ça. Ça ramène un peu l'idée de, des fois on l'entend là, dans Donjon Dragon, comme toutes les règles sont optionnelles. C'est comme ultimement, c'est le maître de jeu qui choisit OK, comment ça va être autour de la table, mais on est un peu autour de ça. Si toi, ça marche pas, cette approche-là, si toi, ça marche pas de même, ben fais autre chose, puis tu brises pas le jeu ou c'est pas moins bon DM. Fait que pour ça, je trouve que encore là, quand je disais que ça enlève la pression sur les nouveaux maîtres de jeu, t'as pas, c'est prends les éléments qui te conviennent, puis à la limite, tu rajouteras des éléments plus tard
si tu veux, mais ça fait pas de toi un moins bon maître de jeu, tu sais. Je l'ai dit, je le réitère, je trouve que, en tout cas, ces 2 premiers chapitres-là sont très orientés, justement, pour les plus... ça se dit pas, les plus nouveaux DM, les DM récents, les débutants ou moins aguerris. En tant que maître de jeu aguerri, est-ce que tu as quand même trouvé quelque chose, tu sais, à te mettre sous la dent, où tu faisais comme, tu sais, c'est bon, mais pour d'autres personnes? Non, j'en ai quand même trouvé plusieurs que, tu sais, des fois, ça résume des choses. Puis, tu sais, des fois, tu te dis, il me semble que je le sens comme ça, ou, tu sais, tu tâtes le pouls, tu sais, tu regardes l'Internet, tu regardes la réaction des gens, tu te dis, OK, je suis peut-être pas tout seul à penser ça, puis tout. Mais tu sais, t'as toujours un petit doute. C'est supposé être de même. Puis là, c'est comme, il confirme plusieurs théories, il confirme plusieurs manières d'agir, plusieurs règles. Il donne des petits trucs pour accélérer l'initiative, tu sais, avoir un score d'initiative au lieu de juste tout le temps rouler. Tu sais, il ajoute quand même des petits points que, tout dépendant comment tu veux faire rouler ta partie, le débit, tu veux que ça soit fluide, tu veux que ça soit plus genre par les règles, tu sais, ils ont comme tout ça qui ajoute que même moi, tu dis, tu sais, ça pourrait être intéressant, puis tu sais, ça vaut la peine des fois de relire des bases, parce que j'ai vu passer ça à un moment donné, ce meme-là, les gens qui, tu sais, le maître de jeu vétéran, là, qui dit, là, il connaît toutes les règles, mais en fait, ce que ça veut dire, c'est qu'il n'a pas ouvert les livres depuis 10 ans. Ah oui! C'est fait que, tu sais, ça fait ça rafraîchit bien la mémoire puis les connaissances. Okay. C'est sûr qu'à comparer du 1, le 2, vu qu'il parle vraiment de toutes les catégories, tu sais, mener le jeu, mener l'initiative, mener le combat, mener, tu sais, blabla. À un moment donné, tu fais comme genre, OK, tu prends une petite pause puis tu continues. Là, j'ai trouvé que lui, il a fallu que je le lise en 2-3 coups. Okay. Parce que justement, il y a beaucoup de choses que je lisais, que j'étais comme genre, ça, je sais déjà, mais il y a toujours un petit mais. C'est bon de se le rappeler. Okay. Des fois, c'est ça, se rappeler que, c'est vrai, je pourrais faire ça finalement. C'est ça, ouais. OK. C'est bon. C'est un rassemblement de... en fait, c'est ça. On va leur dire plusieurs fois, mais c'est 10 ans d'expérience qui ont comme remis là-dedans. Ça, c'est de l'apprentissage. Ouais. De manière digeste, surtout. C'est le bout important, là, c'est que c'est ça. Ils n'ont pas juste sacré 10 ans dans un livre. Ils ont dit, OK, on va l'organiser pour que ça soit facile à comprendre. Oui. Le chapitre 3, là, je pense qu'on tombe dans quelque chose qui devient beaucoup plus utile. Le nom le dit aussi, là, mais beaucoup plus utile pour vraiment tous les maîtres de jeu. Et c'est la boîte à outils du maître de jeu. Donc, on fournit une liste alphabétique de ressources pour les maîtres de jeu dans ce chapitre-là, notamment le tableau d'alignement de D&D, les arrière-plans, les effets environnementaux, la gestion des scénarios uniques, les poursuites, les énigmes, les portes, comment fonctionnent les portes. Donc, le chapitre condense essentiellement toutes les informations clés qui étaient souvent dispersées avant enfouies dans le livre de maître de jeu 2014. Là, c'est un chapitre complet en ordre alphabétique de 1-2 pages. Des fois, tu sais, comme où on condense toutes les informations. Je reprends l'exemple, une porte barrée. Bon, ben c'est quoi les différents types de portes? C'est quoi le AC, l'armure, la classe d'armure d'une porte, tu sais, puis ou comment des types de portes différentes. Donc, on a c'est une boîte à outils, là, toutes les informations à la même place. OK, ben si je veux mettre des pièces, si je veux mettre des énigmes. Donc, tu vas clairement à cette page-là, puis tu as toutes les informations nécessaires pour cet élément-là. Philippe, comparé aux 2 autres premiers chapitres, t'en as pensé quoi? Je trouve que par rapport aux autres éditions, c'est plus clair, plus net, mieux distribué et présenté. Ce chapitre offre beaucoup pour les maîtres de jeu débutants, mais aussi les vétérans, comme on dit. Le guide afin de créer des sorts, ça se faisait ici et là, puis là, c'est clair. C'est bien expliqué, c'est structuré, c'est genre 1 ou 2 pages, puis tu fais comme ça me donne une bonne idée pour que ce soit pas un sort brisé. Ils disent comment l'équilibrer. Ils offrent aussi des suggestions pour des marques de prestige afin de remplacer l'or et les trésors. Des fois, tu te dis, il y a un village qui est pauvre puis tout, mais c'est pas normal là qu'ils sortent 3000 pièces d'or de leur poche. C'est ça, il y a un artefact magique de très haut niveau. C'est comme... Oui, ça traînait dans mon sous-sol.
Fait que, c'est des petites affaires de même qui font aussi que ça donne de la personnalité à la quête, puis ça personnalise aussi le personnage. Le gars avec sa petite médaille, là, il va peut-être être bien fier là, de sa petite médaille. Là. Oui. Il y a aussi un beau tableau avec les probabilités mathématiques pour vous faire gagner du temps en combat à grand déploiement ou de foule. Autrement dit, les fameux monstres bas niveau versus un personnage plus haut niveau. Donjon Dragon ça veut que peu importe ton niveau, à cause de leurs règles sur l'accuracy puis les probabilités, que tu sois quand même menacé. Sauf que ça implique des fois un maître de jeu de dire OK, ben il faut que je lance 20 gobelins sur mon guerrier, qu'il y a tant de CA. Faut-tu vraiment que je brasse 20 jets de dés? Mm-hmm. La réponse est non. Tu peux si tu veux. Mais maintenant, ils ont dit, bon, ils ont mis une catégorie selon le challenge de la créature, selon l'armure de la cible, selon, voici combien de dés de dégâts tu devrais rouler. Fait que comme ça peut faire, ça fait, sinon, ils disent, ben, si tu veux quelque chose de plus gros ou pour des challenge rating 0, allez voir les swarms, les nuées. Fait que, tu sais, j'ai trouvé ça intéressant. Je fais genre, hey, c'est vrai que des fois, tu te dis, hey, je veux mettre un gros challenge. Tu te dis, hey, mais rouler 14 squelettes, tu vas voir. C'est lourd. À part si tu utilises des VTT, des fois, qui font les roulets de dés plus rapides. Là. Mais ça, à un moment donné, c'est comme. Puis, dans les questions, les commentaires, des fois qu'on avait en dessous la vidéo pour le livre du joueur, c'était beaucoup est-ce que des règles qui fait que les combats sont plus rapides? Est-ce que ça a accéléré le rythme des combats? Parce que c'est une critique pour certaines personnes là, qui revenaient, qui trouvaient que les combats parfois pouvaient devenir longs dans la 5e. Ben, je pense que ça, c'est un exemple, mais pour le maître de jeu qui peut accélérer justement certains combats à grand déploiement pour garder le rythme aussi. Exactement. Parce que pendant que tu roules tes dés de maître de jeu, les joueurs jouent pas, ils attendent. C'est ça. Fait que je pense que c'est des trucs comme ça qui peuvent être pratiques. Là. Ouais, puis ils vont faire des petites modifications aussi dans le bestiaire, moins de gestion d'action et tout, mais même chose aussi avec le score d'initiative, ça permet d'accélérer, moins de rouler de dés, fait que tu sais déjà, le maître de jeu peut même déjà quasiment avoir sa feuille d'initiative, puis au pire, si quelqu'un a avantage où il arrive une situation, il y a eu un sort, quelque chose, ben au pire, là, il la modifie. Mais ça peut aider aussi dans la préparation. Puis la boîte à outils, je trouve qu'ils ont mis beaucoup de choses qui avaient éparpillé partout dans Xonotar, Tasha, des trucs sur les forums. Ils ont mis beaucoup plus de pièges, de possibilités, d'énigmes. Ils ont mis beaucoup de suggestions que je trouvais intéressantes pour pas nécessairement utiliser à 100%, mais pour s'inspirer. Oui. Puis moi, la lecture de ce chapitre-là, ce que j'ai aimé beaucoup, c'est que moi, c'est le genre de truc que je lis puis qui me donne des idées. Puis c'est pas nécessairement... Oui, on peut le prendre comme boîte à outils. Là, j'ai besoin d'un marteau, je vais aller chercher le marteau. Tu sais, on va lire le chapitre ou les 2 pages qui nous intéressent sur l'élément qu'on veut. Mais je trouve que la lecture de ça, des fois, donne des idées de « Ah, ben oui, ça me donne le goût de mettre un énigme. Ça me donne le goût de mettre ce piège-là. Ou ça me donne Des fois, c'est aussi, je trouve, ça nourrit la créativité sur qu'est-ce qu'on peut faire dans nos parties, qu'est-ce qu'on peut faire dans nos campagnes. Des fois, des trucs qu'on fait pas nécessairement naturellement, mais là, on se dit, OK, j'ai le goût d'essayer ça, ça va faire différent. Donc, je trouve que c'est que ça soit condensé dans un chapitre comme ça, en tout cas, pour moi, c'est le genre d'outil qui me nourrit puis qui me donne le goût d'essayer des nouveaux trucs puis de mettre en place dans mes parties, là. D'ailleurs, petite juste affaire par rapport à la liaison entre le chapitre 2 puis le 3. Dans le chapitre 2, ils disent comment mener l'exploration. Dans le chapitre 3, je m'attendais à avoir beaucoup d'infos sur l'exploration. Mais ce que je trouve un petit peu étrange ou contre-intuitif, c'est qu'à un moment donné, je me rappelle plus si c'est dans le 2 ou dans le 3, ils disent est-ce que ça vaut vraiment la peine de traquer les rations puis l'eau? Puis là, je me dis, hey, ils ont sorti des règles sur comment la déshydratation. Puis après ça, ben, c'est un encadré. C'est juste pour, encore une fois, permettre à ceux qui veulent ou à leur table de dire, t'es pas obligé. Il y a une règle, ça. Puis, mais si tu veux, si tu as du plaisir, puis ils conseillent de oui, mais si ça commence à être trop de la gestion trop lourd ou ralentir, ou que quand tes joueurs commencent à avoir des sorts de production facile, puis que la ressource est rendue aisée, ils suggèrent de juste mettre ça de côté, puis ils rendent ça comme la narration en arrière-plan. C'est ça. T'as un druide qui fait Goodberry. OK, regarde, commence pas. T'as-tu fait ça aujourd'hui? Non, regarde, prends pour acquis que passe à autre chose. Mais c'est ça, il y a les règles pour
être un Félix-Antoine Huard, puis dire on compte nos torches, puis on... Je suis d'accord. Oui, c'est ça, tu sais, puis vraiment, puis moi je trouve que ça nourrit la partie exploration, puis ça rend le ranger plus important dans un groupe quand on explore, puis tout ça. Mais il y a tu veux jouer le super-héros qui traverse le bois, puis qui compte pas, tu sais, puis on se demande pas la nuit que c'est, tu sais, tu veux jouer cette partie-là où il y a pas besoin de chasser pour se nourrir, puis compter s'il y a assez de réserve d'eau. Tu peux aussi, c'est pas, tu sais, t'es pas un mauvais maître de jeu, puis ça va être pas une mauvaise table de pas faire ça. C'est ça. Fait que c'est rappelle tout le temps de toutes les règles sont optionnelles d'une certaine façon. Puis tu le mentionnais aussi un peu là, mais moi j'étais un peu une fan de ça, puis je trouve que c'est en tout cas, dans mes parties, c'est sous-utilisé. Je suis une fan de poison. Oui. Fait que cette section-là, c'est que ça aussi, j'aime bien ça, là, de dire, OK, c'est empoisonner les lames, empoisonner, tu sais. Je trouve que ça, c'est un truc que j'aimerais plus exploiter dans mes parties parce que je trouve ça bien le fun, là. Bon, ça fait peut-être un peu psychopathe, dit de même. Mais dans cette boîte à outils, il y a ça qui rend ça accessible. T'sais, des fois, c'est pas encore là compliqué de, OK, je vais chercher dans un chapitre puis dans l'autre chapitre les règles de combat. Là, c'est tout à la même place. Ouais. Ensuite, on tombe dans quelque chose encore là d'un peu plus concret, un peu plus à la lecture pour aider les maîtres de jeu. Là, le chapitre 4 porte sur comment créer des aventures. Donc, ça offre des conseils vraiment étape par étape sur la création d'aventures, y compris les one-shots, donc les parties d'un soir, et avec des conseils sur la mise en place d'accroches, d'intrigues, de conflits. On fournit des exemples de rencontres aussi. Puis même, il y a 3 scénarios là, dans le guide du maître 3. Je pense que oui. Je sais pas. En tout cas. 4. Il y a des petits scénarios qui permettent de se baser. C'est de se baser puis même d'expérimenter avec vos joueurs si vous voulez. La chose qu'il n'y avait pas dans l'ancien guide du maître, là, des petits scénarios comme ça à jouer. Donc, on est vraiment, c'est ça, dans le comment qu'on crée une aventure qui peut être un peu intimidant. Là, on a une idée, mais on ne sait pas comment la mettre en place. Donc, un chapitre là-dessus. Il y en a 5. Bon, voilà. J'ai sous-estimé le nombre d'exemples. Fait que oui, ce chapitre-là, Philippe, de ton regard encore là de maître avec un grand M. Quand j'avais lu le 2014, j'avais quand même trouvé ça intéressant parce que à comparer des autres éditions, il y avait quand même fait une belle mise à jour de ça. Mais les idées de 2014, ils sont reprises, ils sont conservées, mais ils ont rajouté de la modernité, beaucoup d'encadrés pour donner des conseils aux nouveaux. Fait que ça fait en sorte que si t'es vétéran, pis tout, tu peux, tu sais, des fois, il y a un petit encadré, tu dis, au pire, tu regardes le titre, ça me concerne moins, tu peux, comme, passer. Il y a plusieurs endroits aussi qui encouragent le maître de jeu à prendre en main le matériel et l'adapter comme il le désire. Tu sais, quand tu roules une aventure publiée, t'es pas obligé de tout lire. Puis, mais en même temps, moi, je me disais, bon, c'est aussi Wizard of the Coast qui admet que des fois, leur Adventure Path, leurs livres d'aventure sont pas complets. Peut-être. Ça aussi, c'est juste des guides. Ouais, c'est ça, c'est juste des guides. Le calcul des défis, des challenge ratings et tout, est aussi dépoussiéré. Ils ont essayé de le rendre plus simple. Je m'attendais un petit peu plus, mais c'est déjà mieux que c'était. Il y a aussi, comme on a dit, des exemples concrets d'aventures, de scénarios. Ils disent aussi comment faire juste ça en cours ou si tu veux le rallonger. Pour les niveaux 1 à 7. Ça aide, je trouve que ça aide à assimiler l'information que tu viens de lire. C'est comme, voici toute la théorie, puis après, voici un exemple pratique. Comme, OK, ça a l'air, c'est voilà. Ils disent que voici les adversaires, les créatures, voici quoi, puis c'est pas long, là. C'est 1 ou 2 colonnes, là. Pour montrer que des fois, tu n'as pas besoin de pages et des pages et des pages de scénario pour que ça garnit bien. Ça laisse plus de place à l'imagination. J'ai tout le temps trouvé que les personnages, mettons un nouveau joueur vraiment là, qui joue un personnage, les niveaux 1 à 3, maintenant, toutes les classes, c'est vraiment niveau 1 à 3, c'est pour apprendre ton personnage, apprendre à c'est quoi les habiletés du barbare, du monk, du clerc. Mais le maître de jeu, j'ai tout le temps trouvé ça super intimidant parce que peu importe le niveau de tes personnages, oui, c'est différent, on s'entend mener une partie pour des niveaux 11 que des niveaux 1, là. Mais ultimement, t'as quand même des combats à mener, t'as quand même une narrative à mettre en place, t'as quand même une grande partie
travail à faire de la même façon, Ouais. tu sais, fait que la courbe d'apprentissage est beaucoup plus rough, puis je trouve que cette partie-là, avec les exemples, c'est un peu essayer d'aplanir cette courbe d'apprentissage-là, de OK, ben voici de manière un peu pédagogue, de comment on crée une intrigue, une aventure, une campagne, là, puis tu sais, un éléphant, ça se mange une bouchée à la fois. Puis j'ai trouvé que ça aidait la courbe d'apprentissage, ou ça, pour moi, en tout cas, ça rend le travail beaucoup moins intimidant de montrer. Ça. Ouais. Je pense que c'était déjà un peu présent en 2014, mais ils l'ont comme juste renforcé encore plus dans le 2024 avec les chapitres précédents. Tu sais, c'est ça, ça culmine un peu l'approche qu'ils ont essayé d'amener dans les chapitres d'avant, puis voici comment gérer ça au niveau d'une aventure. Mais tu sais, une aventure, c'est ça, c'est à court, c'est dans le court terme. Après ça, on tombe dans l'autre chapitre qui, lui, c'est comment prévoir à plus long terme. C'est ça. Donc, je prends la balle au bon. Là, le chapitre suivant, c'est le chapitre 5. C'est comment créer des campagnes. Donc, le chapitre se concentre sur le développement de longues campagnes. Là, tantôt, je disais une aventure incluant les one-shots. Là, c'est vraiment une campagne. Donc, de la création de personnages et la construction de monde, carrément. Si vous voulez créer votre propre univers, puis pas être dans les... Vous voulez pas être dans... justement fonctionner dans Planescape, Spelljammer, Faerun, peu importe. Vous dites, OK, ben moi, je veux créer mon univers. On maintient d'une continuité aussi dans votre campagne, qui a une cohérence, que tout le temps été super important pour moi dans les parties que j'aime jouer, qu'il y a une cohérence à travers l'histoire, qu'il y a un fil directeur à la résolution de conflits dans le cadre d'un scénario à long terme. Donc, dire qu'il y a une chute aussi quelque part là qui nous mène à quelque part. Donc, dans ce chapitre-là, on va trouver une section de 18 pages quand même qui présente le monde de Greyhawk comme un exemple de cadre, justement. Donc, on présente un des univers très classiques, on s'entend, de Donjon, même si c'est pas nécessairement le plus connu. À mon sens, c'est un des plus classiques, là. Énumérant le nom des lieux, des personnages non joueurs importants, une description de la cité libre de Greyhawk, un court répertoire aussi. Donc, un peu, voici notre univers, voici comment qu'il est monté, puis ils s'en servent comme exemple. Soit en passant, un livre, ça remplace pas un livre, à mon sens, là, pas de campagne, mais vraiment portant sur un univers, là. C'est comme ils ont fait avec la Côte des Épées dans les dernières années. Ils vont sortir en 2025, si je me trompe pas, vraiment là, un livre complet sur Greyhawk avec ce monde-là, on pourrait dire, là, beaucoup plus élaboré. Donc, ça remplace pas ça, ce n'est que 18 pages, mais c'est quand même un exemple pour ceux qui apprennent par l'exemple, quand même très pertinent. Ils vont sortir comme une grosse gazette, un gros, puis il avait parlé aussi que pour les royaumes oubliés, ça allait être comme genre 3 livres qui allaient sortir, un qui est plus camping, un qui est plus pour les joueurs, puis un autre qui doit être bestial, je présume. Ouais, les trucs un peu à la triptyque Spelljammer, j'imagine. Bon, c'est ça, mais pas d'un seul coup. C'est ça qu'il avait l'air de dire. Ça va être des plus gros livres séparés. Ça a l'air d'être la thématique pour cette édition-ci. Ouais, on sait pas si on aime ça, mais en tout cas... fait que oui, le chapitre 5, comment t'as trouvé ça, la partie campagne, justement, là, qui joint les aventures entre elles? Ben, je trouve ça bien, puis en même temps, je trouve qu'ils ont voulu aussi comme déconstruire le mythe de la campagne la longue durée. Tu sais, comme la fameuse campagne longue là, qui va durer des années, puis il y a comme une espèce d'aura mythique autour de ça, que c'est l'idéal. Ils ont voulu mentionner, c'est ça, tu sais, plus que tu peux faire des campagnes plus courtes, un peu plus rythmées, tu peux la faire en mode épisodique. Tu sais, tu peux avoir, tu sais, comme genre, c'est plein de petites aventures séparées, mais qui ont un mince fil conducteur. Même il y en a un qui disent que ça peut être une campagne que c'est plein de comme mini one-shot que tu mets d'affilée puis qu'à la fin, ben là, tu crées ton lien vers la fin. Tu sais, ils font juste mentionner qu'une campagne, ça peut être de différents... Ça peut être roulé de différentes manières, ça peut être géré de différentes manières, puis encore une fois, c'est d'y aller avec ce que toi, tu as le goût, puisque tu as ta... aussi, il aide beaucoup à définir c'est quoi les styles puis les saveurs qu'on veut donner à nos aventures et à nos campagnes avec des suggestions. Tu
sais, on entend tout le temps ça, ces beaux petits mots-là, là, mais là, ils définissent un peu plus avec des exemples concrets. Heroic Fantasy, Sword and Sorcery, Epic Fantasy, Mythic Fantasy, tu sais, Supernatural Horror, tu sais, Intrigue, Mystery, Swashbuckling, la guerre, ou bien au contraire, mêler les styles. Tu sais, comme, c'est correct. C'est correct si tu veux faire une aventure que ton gars, c'est à la Doctor Who un peu, là, tu sais, qu'il y a une épée d'un côté, puis de l'autre bord, il y a un gars de laser. C'est correct. Là, tu peux. Fait que, tu sais, puis en plus, il donne des exemples concrets, tu sais, fait que, parce que ça peut être mélangeant. Tu sais, c'est quoi du high fantasy? C'est quoi du low fantasy? C'est quoi Puis encore là, même des fois, les gens, ils s'entendent pas. Fait qu'au moins, ils ont décidé de dire, voici qu'est-ce que la majorité des gens sont d'accord. Fait que ça permet aussi, quand tu veux faire ta fameuse session zéro, de dire, ben, tu sais, ça va être dans ce genre-là. Ça va être dans l'epic fantasy, de ça. Fait que ça te permet aussi quand tu connais la saveur puis le ton, ça donne un guide pour créer ta campagne aussi. Ils ont mis aussi des suggestions de setting, tu sais, officiels. Puis, ben, ils ont ajouté officiellement dans la liste Exandria comme étant un setting officiel, si on peut dire, de Donjon Dragon. Tu sais, une belle petite reconnaissance. Ils ont sorti même des livres. Là. Ouais. Mais tu sais, là, c'est officiel. Tu sais, ils disent, voici, c'est un univers officiel de Donjon Dragon reconnu par Wizard of the Coast. Ouais. Fait que c'est quand même... c'est une reconnaissance d'un gros happening, un gros événement dans le monde ludique et rôliste. C'est ça. Puis la reconnaissance aussi, ce n'est pas que, on s'entend, mais que Critical Role a eu un impact important sur la popularisation en termes là, ça fait partie maintenant de la culture populaire, là, Donjon Dragon, et je pense que c'est ça. Le fait qu'il y a des groupes comme Dimension 20, comme Critical Role, qui ont popularisé ça comme spectacle, qui a donné le goût à des gens qui n'ont jamais joué de jouer, mais c'est OK. On reconnaît ce que vous avez créé, c'est fait partie officiellement de l'univers de Donjon Dragon. Fait que c'est ça, c'est une reconnaissance, comme tu dis. Là. Ouais. Puis c'est bien garni. C'est quand même bien garni comme chapitre, sans être trop lourd non plus. Ouais. C'est parce que tu pourrais... Il y a des livres complets que des tierces parties ont écrit sur les campagnes. Tu sais, même, vous avez fait beaucoup de vidéos sur comment, mais tu sais, ils pouvaient pas non plus faire un livre juste sur ça. Ça fait que c'est quand même concis, c'est quand même chargé, mais pas trop. Tu sais, c'est juste assez pour justement se démarrer, puis que si quelqu'un veut se dire, hey, moi, je vais en apprendre plus, ben, il y en a partout un peu des renseignements à aller chercher. Là, on parle de différents mondes, justement, ce qui peut nous amener, encore là, ensuite logique. Le chapitre suivant, c'est la cosmologie. La cosmologie, moi, ça a tout le temps été quelque chose qui m'a... Tu sais, c'est mon dada, là, tout ce qui est le lore en général, je tripe là-dessus. Fait que le chapitre, bon, sur la cosmologie, à mon avis, il réinvente rien. C'est de redire et répéter c'est quoi la cosmologie de Donjon Dragon. Donc, ça détaille les différents plans d'existence, les voyages planétaires, le multivers, ça fournit des connaissances, les règles d'exploration interdimensionnelle, les interactions aussi entre les entités comme d'un autre monde là. Donc, c'est justement quelqu'un qui dit OK, mais tu sais, OK, il y a Greyhawk, il y a Faerun, il y a, puis là, j'essaie de dire, fait que j'ai oublié, là, mettons, Sigil, puis le Planescape, tu sais, puis, fait que là, des fois, c'est dire, mais je comprends pas c'est où, puis comment ça s'arrive ensemble. Mais la cosmologie vient te dire, OK, ben voici les différents plans, c'est quoi des plans, voici c'est quoi l'Underdark, voici c'est... Fait que je trouve que, encore là, pour quelqu'un qui connaît pas cette construction-là d'une univers de Donjon Dragon, ça vient expliquer comment tout ça rime ensemble. Fait, est-ce que toi, c'est quelque chose qui t'intéresse aussi en général, la cosmologie, ou tu plonges moins là-dedans habituellement? Moi, j'aime quand même bien ça parce que si veux pas, les plans, ils ont une grosse incidence sur le monde matériel. T'sais, c'est pas pour rien que le monde matériel, tu sais, les deux roues, les plans intérieurs, les plans extérieurs. C'est pas pour rien que le plan matériel est comme au milieu quasiment de tout ça, là, parce que tout le monde influence tout le monde. Ça permet de comprendre les énergies, les sphères, puis en même temps, ça permet d'ajouter ça dans tes aventures. J'ai aimé aussi le fait qu'ils donnent des exemples aussi à certains plans, des endroits physiques. Des hooks d'aventure, il y a des endroits où tu peux te dire, ça c'est un peu plus défini. Ils ont ressorti l'essentiel. Ils n'ont pas dit tous les 9 enfants, ils n'ont pas dit tout, mais ils ont sorti les plus populaires ou ceux qui
Tu sais, à un moment donné, veut pas, ça reste une compagnie, là, ils ont beaucoup placé leurs propres produits aussi. Oui. Tu sais, il y a beaucoup d'informations qui sont variées, puis ils font référence à tout, mais suggèrent bien sûr d'utiliser tous les livres précédents pour en apprendre plus, comme ton Planescape, Spelljammer, Infinite Staircase. Tu sais, même celui de Veil Beyond, c'est ça, en tout cas, celui avec que c'est dans le plan éthéré, là, que c'est un recueil d'aventures, avec la cité, le Nexus. Tu sais, il les place toutes. Oui. Dans ce chapitre-là, ils les ont toutes placées. Là. C'est ça. Mais en même temps, tu dis, ça existe. On va pas refaire tu sais, on va pas remettre le livre complet sur la construction de Spelljammer dans notre livre. Fait que si ça vous intéresse, allez voir. Mais, ouais, c'est ça. Ouais. Mais je trouve ça bien. Puis ils ont rajouté justement les Badlands, qui est comme juste en dessous de Sigil. Ils ont mis aussi les cités connexes à chacun des plans qui est présenté dans le triptyque de Planescape. Puis c'est comme genre juste comme une mention qu'avant on les voyait pas. Fait que juste une mention de oui, il existe, puis ça peut faire des bons endroits intéressants. Puis ben, si vous voulez en savoir plus, hey, on a une collection de livres. Ou sinon, allez googler. Mais c'est ça, ouais. Mais c'est ça, moi je trouvais que c'était vraiment un bon chapitre pour justement regrouper, tu sais, pas toutes les informations, on s'entend, mais les informations principales pour que tu comprennes comment tous les livres justement qui sont déjà sortis, ça rime ensemble. Tu sais, Spelljammer puis Planescape, ok, c'est quoi la différence, qu'est-ce que c'est? Je trouve que ça faisait un bon résumé de ce qui était déjà mis en place. Là. Je trouve que il ajoute tous des petits détails aussi là, par rapport à oui, mais tu sais, si sur ce plan-là, qu'est-ce qui arrive à tes personnages, comment ça les affecte, comment ça fait ci. Fait que ça peut donner des idées aussi à un maître de jeu par rapport à un événement mondial, là, tu sais, genre tel plan influence telle zone, un objet qui est lié à un plan, c'est quoi les effets qu'il pourrait avoir. Tu sais, le plan d'Acheron, c'est beaucoup lié sur le goût du sang, du meurtre, puis du meurtre, pis ça, puis genre la violence, puis fait que tu sais, il même dit c'est combien le DC pour résister, puis fait que tu peux dire hey, ça pourrait être une amulette qui vient de telle place, puis tout, puis ça c'est quelqu'un, le vilain il a donné ça au roi, fait que là le roi là il veut juste faire la guerre, puis là tu sais pouf, t'es parti. Fait que ça, je trouvais ça intéressant. Comme je disais tantôt, la boîte à outils, des fois, ça donne le goût de mettre de certains petits éléments dans votre aventure qui est déjà construite. Là, je trouve que ça nourrit la créativité pour créer votre aventure. Pour dire, OK, oui, tu sais, oui, il va y avoir ça, puis ça va changer, puis ça va être ça l'élément à la base, là, qui rend le tout, justement, dans le high fantasy ou l'epic fantasy, là, dès qu'on parle de changement de plan. On s'entend qu'on est beaucoup plus dans le high fantasy que d'autres choses, que le réalisme. Fait que je trouve que c'est ça. Encore là, c'est un chapitre qui nourrit, pour ma part, là, la créativité. Je pense que tu fais par exprès. Tu as parlé d'une amulette. Donc, on est rendu au chapitre des trésors, le chapitre 7. Donc, ça décrit les différents types de trésors qu'un DM, un maître de jeu, peut attribuer, y compris les thèmes de trésors uniques, là, un concept qui est nouveau dans le guide du maître. Ça comprend une section détaillée sur les objets magiques. Franchement, là, genre 400 objets magiques. Là. Donc, y compris une poignée de nouveaux objets, mais encore là, pas tant que ça. Mais tous les objets de tous les livres précédents qu'on retrouvait dans Tasha ou peu importe le livre, là, on les retrouve là, donc ils sont tous regroupés. De nouvelles règles de fabrication d'objets magiques, des conseils pour récompenser à la fois les objets magiques peu communs, les artefacts légendaires puissants. Donc, encore là, on vient jouer dans je trouve qu'on a buffé, on a amélioré les petits artefacts, puis parfois on a un peu... je me trouve drôle de parler de même, on a nerfé, on a diminué des fois les artefacts qui étaient un peu brisés. Là. Donc, on a rééquilibré un peu le tout. Est-ce que tu es du genre à donner des trésors à tes joueurs dans les parties ou des objets magiques comme ça? Je suis un peu radin, mais souvent, c'est quasiment je trouve par manque d'opportunités ou autre. Ma dernière grosse campagne, j'avais quand même été généreux. J'en avais donné plusieurs. Sauf que je trouve que des fois, c'est difficile de gérer comment, combien. Oui,
même là-dedans, dans ce magnifique livre, il vous dit voici comment vous devriez récompenser vos joueurs. Ils devraient avoir combien d'uncommon, common, etc. Puis je trouve que c'est très bien fait. Même, il y a même des cases à cocher. Il y a même une feuille de progression de trésors. C'est mettons pour le maître de jeu, genre hey, j'ai-tu donné ça? Si vous voulez, c'est optionnel. Ça, j'ai fait genre c'est pas bête ça. Des fois, tu dis attends, là, je l'ai-tu donné, j'ai-tu pas donné? Lui, c'est un common, c'est un uncommon, ça fait que ça t'aide. Ouais. Mais là-dedans, justement, avec les thèmes, avec les récompenses alternatives et tout, c'est peut-être quelque chose qui va plus m'aider à le faire. Puis que souvent, tu te dis, c'est simple que aussitôt que tu donnes un ou deux objets, ça débalance, ça peut... Fait que là, tu dis, bon, j'ai donné ça à lui, fait qu'il faut que je donne ça à lui, puis tout. Je trouve que dans le 2024, ils ont quand même bien approché ça. Ils ont donné des suggestions, des thèmes, ils ont donné des conseils sur comment gérer la distribution des trésors, où les trouver. Mm-hmm. Ils conseillent aussi que si tes joueurs ils connaissent un peu les objets puis qu'ils disent hey, moi, cet objet-là, ça vient me chercher, ben tu sais, même construire une quête autour de cet objet-là, c'est toutes des choses qu'on savait un peu déjà, là, mais là, c'est suggéré. Fait que j'ai trouvé ça bien. Il y a plusieurs objets qui sont disséminés à travers les nombreux autres livres qui ont été rapatriés là. Ils ont fait quelques nouveaux. Ils ont rajouté aussi, ils ont statifié. Ils ont mis des stats aux objets du cartoon de Donjon Dragon. L'arc à énergie, le chapeau de Presto, etc. Ils ont tout mis ça. Ce que je trouve quand même un très beau clin d'œil du cartoon des années 80. Ben par contre, il y a tout le côté crafting d'objets, mais je m'attendais à plus au niveau du crafting. T'sais, le fameux, on le dit là, pour le manuel des joueurs, ça a l'air, ils ont l'air de vouloir aller vers quelque chose. Ils ont l'air de... Oui, mais non. C'est ça. C'est comme, est présent. C'est ça répète plus, on voulait plus. Là. C'est ça, ça reste digeste, ça reste dans la même optique. Ils n'ont pas trop voulu charger ça. Puis ça fait la job, comme on dit en bon québécois, mais tu dis, on s'attendait un petit peu plus à vu l'introduction beaucoup du crafting dans le manuel des joueurs. Puis je crois qu'ils ont essayé, comme tu dis, de rééquilibrer certaines choses. Puis surtout, je pense que en équilibrant certains objets magiques, je pense qu'ils ont voulu permettre à un maître de jeu de pas toujours avoir besoin de sortir les mêmes trésors à chaque aventure. Mm-hmm. Parce que ils ont ajouté de la variété. Il y a des armes qu'avant, c'était uniquement des épées. Que là, maintenant, ça peut être un glaive, ça peut être, ça peut être une épée de plusieurs types, ça peut être tant qu'il y a une lame. Même chose pour des objets contondants. Ils ont essayé de varier un peu, puis de rendre certains objets qui étaient un peu trop must, des obligatoires à avoir. Ils les ont nerfé un petit peu, puis des objets qui étaient sous-utilisés, ils les ont rehaussés pour que ça devienne un peu plus intéressant. Pour que justement, ton personnage n'ait pas tout le temps, peu importe la partie que tu fais, genre le guerrier, tu sais les 4 mêmes objets qu'il va avoir, l'autre, tu sais les 4, ainsi de suite. Ils ont essayé de varier. Même chose pour les artefacts, comme tu le mentionnais. Ceux qui étaient genre juste trop forts, trop brisés, que le maître de jeu disait jamais je vais mettre ça, ils ont essayé de le rendre un peu plus utilisable. Oui. C'est ça comme ça. Là, le nom m'échappe en ce moment, puis tu pourrais peut-être m'aider, là, mais il y a le classique bag of holding, là, le sac fourre-tout, mais il y a tout le temps eu un objet, à cause du bag of holding, qui était laissé pour compte, qui est un sac à dos, qui est à peu près l'équivalent du bag of holding. Le havre-sac oui. Qui a été amélioré quand même. Parce que, tu sais, on s'entend que tu as le choix entre un sac qui rentre presque rien dedans, puis le back holding, mais là, dans le fond, je trouve qu'ils ont amélioré ça, trouver les objets, c'est plus rapide, différentes pochettes, tout ça, il y a plus de choses qui rentrent dedans. Donc, ça fait que c'est pas tout le temps, là, votre groupe d'aventuriers, je donne le droit d'avoir un objet magique. On va prendre le back of holding, comme ça on peut traîner la terre entière si on veut. Je trouve que là, ça amène justement il y a des plans B qui se sont améliorés pour créer cette variété-là. Ouais, c'est le havre-sac pratique de Edwards. Edwards ND Havre-sac. Ils ont même mis une belle petite photo. Oui, c'est ça. Je trouve vraiment que ça a l'air d'un pack-sac de randonnée. Ouais. C'est un sac d'aventurier. Ça fait très sac aventurier, c'est ça. C'est ça. Parce que ça aussi, ils ont ça, faut que je leur donne, ils ont illustré énormément d'objets. Ouais. Il y a beaucoup d'objets tu te demandais, ils ressemblent à quoi? Il y a beaucoup plus d'illustrations. Ouais. Beaucoup plus pour les objets. Puis ça a l'air niaiseux, mais pour encore là, un maître de jeu, je reviens à nos débutants, des fois qui sont peut-être un peu intimidés dans la description, puis mais là, je sais pas, tu sais. Fait que là, tu as l'image, là, puis
tu décris ce que tu vois, puis les joueurs, bon, ça leur donne une vision, mais ça te met moins de pression à toi de « OK, mais là, il faut que j'invente de quoi ça a l'air, puis ou je sais pas, c'est supposé ressembler à quoi. » Tu sais, t'as une base. Si tu veux décrire ce que tu vois, c'est beaucoup plus facile. Ouais. Autre chapitre, ou dernier chapitre principal, on pourrait dire, c'est le chapitre Parce que sur quand t'as tous ces objets-là, il faut que tu saches où les mettre. C'est ça! Si on peut créer des objets, il faut une place pour créer les 10 objets. Et c'est les bastions. Donc, chapitre 8, c'est les bastions. Et je dirais que c'est un autre chapitre qui m'a peut-être un peu laissé sur ma faim. Ou que j'espérais plus. On l'a tellement vendu avant la sortie du livre que je m'attendais peut-être à mieux, mais c'est pas mauvais non plus, là. Mais donc, c'est un chapitre qui fournit des détails sur la nouvelle mécanique de Bastion, qui permet aux joueurs de construire, de gérer leur propre base, leur propre quartier général. Ce qu'on a déjà vu dans certaines parties, on s'entend, certaines campagnes, là, des personnes qui avaient un quartier général, mais là, il y a vraiment un paquet de règles qui encadrent ça, puis pour les gens qui l'avaient jamais fait, c'est une belle introduction à cette mécanique-là. Donc, ça comprend une description détaillée de la manière de construire un bastion, du fonctionnement des tours de bastion, tout ça. Donc, pour moi, les bastions, c'est un mélange de très bonnes idées, je tiens à le dire, mais quand même de moins bons éléments. En tant que mécanique de construction de base, là, il y a un bon équilibre entre, je me répète, mais la base, là, ce qui est très basique, et le complexe. Donc, il y a un équilibre ici. On n'est pas dans le trop compliqué ni dans le trop simple. Certaines de ces installations offrent aussi des avantages qui pourraient améliorer le jeu rôle. Donc, c'est pas juste mécanique. Ça peut améliorer vraiment le roleplay de votre groupe d'aventuriers. Donc, les bastions sont un moyen quand même plus simple de se procurer des objets magiques aussi. Donc, on sort de juste l'aventure nécessairement, là, donc que ce soit par la construction ou autre, de trouver des matériels, des composantes coûteuses pour les lanceurs de sorts, avoir des informations, à obtenir des points de vie temporaires, des alliés potentiels pour votre campagne, donc trouver des mercenaires, entre autres. Comme il est presque impossible, par contre, de détruire les bastions une fois qu'ils sont construits, c'est pas impossible, mais c'est difficile. Les règles pour le défendre, donc les semblent un peu superflues parce que t'as pas vraiment à le défendre ton bastion. Il est pas mal, ça se fait pas mal tout seul, entre guillemets. Donc, c'est quasiment plus ce qui est dedans, qui est précieux que le bastion lui-même. C'est ça, tu sais, puis il y a, tu sais, au pire aller, vous allez perdre genre des mercenaires qui défendent votre bastion, qui permettent d'activer une installation là de votre bastion, mais ils vont être remplacés le tour suivant parce que vous en avez plein de mercenaires. Donc, ou lors de votre prochaine visite là, fait qu'il y a pas, je trouve qu'il y a pas vraiment de danger à long terme tant que ça. Puis, c'est ça. Puis quand il y a des événements aléatoires, plus dangereux, qui risquent quand même de détruire une partie de votre bastion, ben c'est entre guillemets puissant, ces attaques-là, que là, ça sert à quoi de se défendre si de toute façon, il faut être brisé. Donc, il y a comme un manque d'équilibre au niveau de pas la sécurité, là, mais la protection, oui, du bastion, puis des attaques envers ce dernier. Puis les bastions, ça va faire plaisir à certains, moins à d'autres, sont quand même plus avantageux pour les lanceurs de sorts que les classes martiales. Les sorciers, les clercs, les bardes, les druides ont le droit à toutes les installations presque là, des bastions, la plupart du moins des installations. Les classes martiales sont pas autorisées à construire certaines des meilleures salles parce que c'est propre aux lanceurs de sorts. Donc, ça donne accès. Des fois, il y a certaines salles, des installations qui obligent à avoir un certain style de combat ou qui sont propres à des styles de combat. Ces installations sont là. Voyons, ces installations-là, oui, sont un peu plus fades que celles pour les lanceurs de sorts. Mais en même temps,
tu sais, soyons honnêtes, c'est sûr que une installation propre à des lanceurs de sorts puis à la magie, Ouais. c'est tout le temps un peu plus cool qu'un dojo, mettons. Tu sais, Ouais. ça va avec. Tu sais, on se cachera pas que en partant, si ça implique la magie, parce que c'est loin d'être réaliste la magie, ça va être plus cool entre guillemets dans un bastion que la place pour se battre. Donc, du chapitre pour moi qui a eu du bon, du très bon même. J'aime l'idée de ça, mais des aspects moins équilibrés, à mon avis. Toi, Philippe, qu'est-ce que t'en as pensé de ce chapitre-là? En fait, tu rejoins beaucoup de points qui sont très pertinents à soulever. Moi, je vois ça un peu aussi comme gérer un royaume, mais à petite échelle. C'est les bastions, ils offrent de belles options à qui veut créer leur propre hub, leur centre d'aventure afin d'encourager. Aussi, moi, ce que je vois, c'est d'encourager aussi un peu les downtime. Oui. C'est ce que je trouve un peu peut-être difficile peut-être à gérer. C'est que ils disent qu'il faut que tu investisses du temps dans ton bastion qui est comme une semaine. C'est un tour de bastion, mais est-ce que ça t'empêche de faire du downtime en même temps? Est-ce que c'est comme oui et non? C'est comme tu peux faire les deux, mais est-ce que ça devient déséquilibré à quelque part? Ça serait à tester. Je peux pas dire que j'ai roulé une partie pendant 2 ans avec les bastions. Ça fait que c'est à voir qu'est-ce que ça va donner. Je trouve que ça donne aussi, ça permet de redonner un certain contrôle aux joueurs vis-à-vis leur style de vie de personnage, leurs choix, leurs aventures, sans nécessairement imposer un lieu. Des fois, il y en a des aventures qui disent ben là, vous avez telle place, telle auberge, tel bastion. Ben là, maintenant, tu peux t'en faire un peu différent selon ton style. Si c'est plus centré sur le côté roublard, tu vas créer une guilde, tu vas créer une taverne, tu vas créer, ainsi de suite. C'est quand même intéressant là-dessus. Ça redonne un peu plus d'options. Il y a plusieurs règles maison ou parties tiers qui ont été créées là-dessus avec le temps, qui vont peut-être complexifier le tout. Fait que si vous recherchez, sachez qu'il y a d'autres options, entre autres Stronghold and Bastion, justement. Si vous voulez de quoi de beaucoup plus crunchy, c'est un livre complet là-dessus. Mais le système de Bastion est à la fois simple, sans devenir trop complexe. Fait que je pense que l'objectif de Wizard of the Coast, quand ils ont fait ça, c'est d'ajouter un élément de plus, mais sans que ça devienne un jeu à part entière. Parce que les gros systèmes de Stronghold pis tout, là, ça devient une campagne complète juste à gérer ta forteresse. Si c'est le genre de choses que vous voulez, c'est parfait. Mais cela, je trouve que c'est pas un frein à l'aventure. C'est un plus. Ça peut permettre justement de... des fois, on se dit, hey, nos personnages font juste courir d'aventure en aventure, puis tu te dis, ils souffrent-tu à un moment donné? Juste d'ajouter peut-être un bastion, ça faire, ils sont pas obligés de rester là des mois de temps, mais juste de dire, regarde, on vient de vivre une grosse épreuve, on va aller là pendant une semaine de temps, ça peut créer une mini-aventure, ça peut créer comme des liens, tu peux amener des perches là-dedans, il suggère même, tu peux avoir des perches story, tu peux avoir des perches d'objets magiques, il y a plein d'affaires, ça devient un outil. Ça devient un outil de collecte d'informations puis pouvoir la redonner aussi. Fait que, je trouve que, par contre, comme tu l'as dit, il y a place à amélioration, puis un MJ motivé ou des joueurs très impliqués pourraient rendre le système encore plus dynamique avec leurs suggestions ou en allant chercher des petits éléments à gauche et à droite. Moi, comme je dis, je le vois surtout comme un mini-jeu, c'est un peu. Puis en même temps, je pense que des fois, ça vaut à peine de s'arrêter. Puis, oui, la grosse campagne épique, surtout les campagnes à long terme. Comme, quand ça fait plein, ça fait genre 12 parties là, que tu étais dans le jungle, puis tout, là, t'as peut-être besoin de la petite partie un peu downtime de tu t'en vas à ta forteresse, tu fais tes affaires, tu prends le temps de discuter, tu apprends des nouvelles, tu as des perches, ça peut permettre au maître de jeu de dire voici comment on se lance sur l'autre segment d'aventure, plutôt que genre on vient de sortir à peine de la jungle, on se garoche tout de suite dans le biome désertique parce qu'il faut poursuivre le vilain ou ça peut peut-être encourager justement à dire hey, on va souffler un peu puis on va faire vivre aussi nos personnages. Oui. Puis c'est ça, je pense que c'est l'aspect justement où il disait ça peut aider le roleplay où je vais donner, puis je sais que c'est pas tout le monde qui l'écoute là, loin de là, fait que je vais essayer de le contextualiser. Dans la deuxième campagne de Critical Role, éventuellement, bon, ils se promènent, mais je trouve que premièrement, souvent, les personnages ont un point d'encre
quand ils vont faire leurs enquêtes, leurs combats, ils reviennent un peu à leur point d'ancrage. Puis, c'est pas l'underdog, là, mais c'est l'équivalent. Là, il était dans une région du monde là, avec des Drow. Puis, il y avait justement je vais appeler ça un manoir, une maison. Mais tu sais, je trouvais que c'était un endroit où les joueurs là pouvaient vraiment comme être entre eux, parler entre eux. Un personnage faisait de la peinture puis décorait les chambres des autres personnes pour refléter comme leur personnalité. Le druide, pas le druide, là, c'est un clerc en fait, là, mais il a comme planté un arbre sur le dessus de la maison pour que ça ressemble, à son personnage, que ce soit son endroit à lui. Fait que je trouve que c'est le genre de point d'ancrage qui peut vraiment donner de la personnalité à votre groupe d'aventuriers, puis leur donner un endroit justement qui est pas autour d'un feu de camp avec en faisant en surveillant qu'il n'y ait pas de loup. C'est comme non, ici on est en sécurité, on va pouvoir parler sans avoir peur de se faire égorger dans les 3 prochaines secondes. Puis en même temps, mais ça donne les moments de repos où j'aimerais ça avoir des gauntlets magiques. Puis ils sont pas magiquement au magasin. Il y a pas tout le temps ce qu'on veut. Fait que la personne magasin peut dire ça va me prendre 1 semaine les faire, ou plus, dépendamment. Là. Fait que OK, on va attendre, on va faire des mini-quests ici et là, on va aller aider le tavernier qui a des rats dans son sous-sol ou je ne sais quoi, tu sais. Mais ça donne des moments un peu plus relax où tu peux justement faire vivre tes personnages. Puis pour les parties ou campagnes qui sont un peu plus du style bac à sable, ça donne ce point-là où c'est un point de chute pour avoir les différentes quêtes. Quand on disait qu'il y a des campagnes qui sont plus épisodiques, si t'es tout le temps à travers un continent puis tu te promènes, c'est plus difficile parfois. Donc, moi, j'imagine un peu la série Supernatural, pour ceux qui l'ont écouté. Les premières saisons, c'était ça, très épisodique. Puis éventuellement, il est arrivé là, qu'il y avait eux aussi une maison mère, un repère. Puis ça empêchait pas d'avoir plein de quêtes à régler, mais il y avait un endroit où se reposer, où faire leurs recherches, où s'établir. Fait que ce côté-là, je trouve que ça peut faire, comme tu disais, respirer les personnages, respirer les groupes d'aventuriers. Fait que même si j'ai mes critiques pour les bastions, je pense que l'idée derrière ça est vraiment excellente. Puis qui peut ajouter vraiment beaucoup, beaucoup aux campagnes puis aux jeux en général là, autour de la table. Sinon, on tombe dans le glossaire par la suite des livres. Le premier glossaire, c'est un glossaire de l'histoire, dire là, le lore, en bon français, là, de Donjons Dragons. Donc, ça contient des définitions, des informations, les termes de Donjons Dragons. Ça aide les maîtres de jeu débutants et expérimentés, parce que je connais des maîtres de jeu expérimentés qui connaissent absolument pas tout le lore de Donjons Dragons quand tu principalement joues tes propres campagnes dans tes univers maison. Donc, ça permet de comprendre certains lieux de l'univers de Donjons Dragons, des personnages non-joueurs classiques, du moins les plus importants. Le livre, par exemple, va comprendre une description de méchants comme l'Archiliche. L'Archiliche, oui, ça se dit pas bien. L'Archiliche Vecna, ainsi que des descriptions de lieux emblématiques, comme le Temple du Mal élémentaire, entre autres. Donc, pour les maîtres de jeu, je trouve plus expérimentés, mais la plupart de mes amis qui sont maîtres de jeu depuis longtemps, la plupart ont joué dans leurs univers maison. T'sais, ils ont créé leurs propres univers. Fait que des fois, j'arrive puis je parle de la côte des épées ou de quelque chose, ils sont comme oh, t'en connais plus que moi là-dessus parce que j'ai jamais mis ça en place dans mes parties. Fait que des fois, c'est OK, ça donne accès comme ça à des classiques de Donjons Dragons qui existent depuis, on l'a dit, 50 ans. Fait que c'est ça, un petit glossaire historique. Qu'est-ce que t'en as pensé? J'étais vraiment très excité par cette section-là quand ils l'ont annoncé. Ils avaient fait un petit vidéo là, qui le présentait. La vidéo nous présentait comme un hommage à toutes les connaissances accumulées à travers les années. Quand je l'ai lu, j'y reconnaissais à peu près 99% de ce qui était. J'ai toujours lu beaucoup. Je veux dire, j'ai lu des romans, j'ai lu les livres, j'ai lu les campagnes setting. Je me suis toujours un peu nourri de tout ça. Mais j'en aurais pris plus. Je comprends le désir de faire concis.
Tu sais, il y avait beaucoup, mais certains sujets, ils ont que juste quelques petites lignes ou un tout petit paragraphe. Tu sais, il y avait beaucoup à dire, c'est sûr. Ils ont seulement 10 pages parce qu'ils ont mis 10 pages ou plus. Mais ne serait-ce que parce que le monde va pouvoir apprendre c'est quoi les Elder Evil. C'est qui Kius? Tu sais, que vous avez des Spards of Kius. C'est quoi, c'est qui Kius? Puis dans certaines aventures, ils font référence à des anciens méchants d'autres fois, tous des Elder Evil. Puis là, ils disent, ben, c'est lui, tu sais, puis tu sais qui, tu sais. Puis fait ça, je trouve ça plaisant puis intéressant, mais moi, en tant que féru, je trouve ça bien qu'ils introduisent, mais j'aurais aimé ça qu'ils en disent un peu plus. Oui, mais c'est ça, je ne prendrais pas une annexe. Je me dis, ils n'ont pas dit ça, là. Ils n'ont pas parlé de lui, ils ont parlé. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça, je prendrais plus qu'un annexe. Tu sais, je prendrais ma Bible complète. Je sais que le livre est déjà gros, puis tout. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça. Des fois, peut-être que c'est une perche aussi on fait pas le minimum, là, mais on tend ça, puis si on voit que les gens sont intéressés, peut-être vont-ils sortir un jour Je me suis dit que il y a ça qui vient de sortir. Oui. Il en parle peut-être plus là-dedans. Assurément, oui. C'est beaucoup sur l'art. C'est beaucoup sur l'art que j'ai pu feuilleter vite, là, mais je me dis que là-dedans, ils vont peut-être plus se gâter. Oui. Worlds and Realms. Ceux qui regardent en audio. Oui, effectivement, ça aide. Donc, ceux qui nouveau lire Worlds, and Realms de Donjons Dragons. Sinon, il y a aussi dans les appendices des cartes. Donc, on fournit une collection de cartes à utiliser dans les campagnes, des emplacements remarquables, la ville de Greyhawk, dont on parlait tantôt, d'autres emplacements plus génériques ou plus spécifiques, dépendamment, pour utiliser dans vos aventures de Donjons Dragons. Ton opinion? Moi, je veux dire par rapport à ça, c'est qu'ils sont simples, c'est efficace. C'est un petit peu plus varié que celle du manuel 2014, qui était quasiment juste des donjons souterrains. Mais par contre, j'ai trouvé le choix artistique soit tout en noir et blanc, sauf un petit peu de touche de vert et de bleu. Ici, j'étais comme, c'est-tu un désir old school? C'est-tu pour qu'il se photocopie bien? C'est-tu pour que... C'est quoi? Je fais, les autres étaient très colorés, très en couleur. Je fais, c'est une décision artistique qu'ils ont pris. Je suis pas tombé à la renverse, mais je me dis que pour un MJ débutant, c'est très bon. T'as un petit village, t'as un bastion, t'as un souterrain, t'as un temple en ruine, t'as un bon petit kit de départ. Là. J'avais pas pensé. Moi, dans ma tête, je voyais beaucoup le look un peu plus old school dans ces cartes-là noir et blanc. J'avais pas pensé à la facilité d'imprimer. C'est plus facile noir et blanc que couleur. Puis là, je me dire que il y a aussi la possibilité que ça soit plus générique en noir et blanc. Ouais. Que ce soit le jour, la nuit, que ça soit l'automne, l'été, l'hiver, tu sais. Fait à la limite que tu veux colorier ou mettre la couleur sur la numériser, mettre la couleur puis la faire imprimer couleur après. Mais le noir et blanc, même si encore là, il y en a qui trouvent que c'est un peu il y a un look économique, on va dire ça poliment. Je pense que ça peut donner plus de versatilité aux cartes, dépendamment de vos campagnes, vos contextes. Parce qu'un village, justement, sur une ville côtière ne ressemblera pas nécessairement à un village dans l'Underdark, mais tu peux te dire, OK, je prends la même carte, à la limite, puis dire, mais c'est deux lieux différents parce qu'il n'y a pas de couleur associée. Ouais, c'est ça. Ouais. Un truc, par exemple, qui est super, en tout cas pour ma part, que je trouve super intéressant dans le livre, c'est les feuilles de suivi. Bon, tu sais, on s'entend. Je trouve que des fois, faire les suivis dans Donjons Dragons, ça peut devenir complexe, ça peut devenir lourd. Et là, on propose des ressources vraiment imprimables pour suivre les détails du jeu, notamment, les personnages non-joueurs, les objectifs de campagne, l'ordre d'initiative, les objets magiques. Donc, ça aide les maîtres de jeu à rester organisés pendant le jeu. On n'a pas un cahier de notes comme ça, là, avec des pages de notes ici, puis là, OK, mais là, c'est un autre suivi, je vais changer de page, puis là, tu sais plus t'es rendu où, puis tu sais plus l'information est où. Donc, pour le monde qui sont un peu moins organisés de nature, pour ma part, je trouve que c'est vraiment des bons outils
pour c'est quelque chose qui semble incroyablement utile en contexte de jeu puis qui n'était pas inclus dans les autres guides de maître précédemment. Est-ce que c'est le genre de truc que toi tu utilisais déjà à ta manière ou que tu vas utiliser dans tes campagnes? Oui puis non. Tu sais, c'est des affaires que j'utilisais un peu fait maison. Est-ce que c'est quelque chose que j'aimerais utiliser? Je pense que c'est oui. Il y en a beaucoup que, tu sais, en fait, c'est que ça te permet de comme structurer tes idées souvent. Ouais. Tu sais, c'est pas trop lourd, c'est pas des feuilles et des feuilles de formulaire, c'est souvent des petits paragraphes, tout ça va peut-être permettre surtout à du monde qui sont un petit peu pêle-mêle de s'organiser puis de se recentrer sur j'ai dit ça, j'ai fait ça. Par contre, j'ai vraiment beaucoup apprécié ça. Par contre, elles sont dans la version physique à même les chapitres. Donc, ils sont éparpillés. Si vous achetez les physiques, puis je trouve ça un peu plus dur de faire des photocopies. À moins que tu prends ton livre puis que tu l'écrases. Ça, j'ai comme un peu fait. C'est un peu étrange comme décision. Ça, mettons, si c'était tout à la fin dans un secteur ou autre, mais en même temps, je peux comprendre que dans le paragraphe ou dans le chapitre, dire allez voir l'annexe ça, allez, souvent le monde il s'y perd là, ou que ça casse ta lecture ou ta compréhension. Je trouve ça un petit peu étrange, comme je dis, comme décision, mais comme j'ai dit, comme certains le disent aussi, il aime beaucoup mettre le focus, malheureusement, sur le numérique et parce que c'est accessible, puis ça peut se réutiliser dans des documents PDF, ça peut se dans les VTT, etc. Mais c'est pour ceux qui ont la version physique, est belle la feuille, mais tu n'auras peut-être pas le choix de la refaire en Excel, en Word, en Google Doc, peu importe. Tu n'auras peut-être pas le choix de refaire ta version maison. À moins que, je sais pas, tantôt c'était pas le cas, là, mais peut-être qu'éventuellement ils vont mettre ça public sur le site Internet. Encore là, si tu n'as pas acheté le livre, tu as accès, tu n'as pas accès. Ceux qui l'ont sur Beyond, je présume que tu as tout ça à la fin. Mais c'est le petit bémol que je vais mettre. Le temps que la vidéo sorte, donc elle sort le 12 sur Patreon et le 19 publiquement. Si les fans, ça se peut qu'ils attendent la journée officielle de sortie, même si on a tous accès déjà au manuel du guide, le guide du maître. Si il y a un lien pour accéder aux versions PDF ou imprimables gratuitement, je le mettrai dans la description de la vidéo. Mais c'est ça, on est avant la sortie officielle, fait que peut-être que c'est peut-être pour ça aussi. Sinon, critique finale générale de l'œuvre. Donc, c'est un livre qui explique le Dungeon Mastering, là, comment être maître de jeu de A à Z, sans aucune connaissance préalable du lecteur. Donc, je vois souvent sur les groupes Facebook que je suis de Donjon Dragon, des personnes de « je suis un nouveau joueur, j'aimerais commencer, par où commencer, je suis moi un groupe d'amis commençant, je suis un maître de jeu, ça m'intimide ». Je trouve que ce livre-là, est extrêmement bien construit pour ces personnes-là. Naturellement, ça signifie que les nouveaux joueurs de Donjon Dragon vont en tirer le meilleur. C'est vraiment eux qui vont le plus en profiter. Les maîtres de jeu expérimentés vont tirer profit des sections sur les objets magiques, les bastions, principalement pour ma part, je trouve aussi la boîte à outils, qui est vraiment bien faite, mais la majorité des informations contenues dans le livre vont être quand même bien comprises par les vétérans, puis je mettais un peu l'emphase là-dessus là, quand je te pose les questions, Philippe, en tant que maître de jeu vétéran, qu'est-ce que t'en tires? Puis il y a quand même des éléments, comme tu dis, juste se rappeler des fois des règles de base, des trucs, des plis qu'on a pris puis qu'on avait oublié certains aspects. Il y a ça qui est positif. Donc, le guide du maître 2024, je pense qu'il peut encore surprendre les vétérans. Passer en revue les bases, les détails, rappellent certaines leçons de base, des conseils des fois qu'on a oubliés, mais c'est vrai, je pourrais faire ça, ça réglerait mon problème de X ou Y façon que ce soit. Ça reste un livre de conseils qui sont subjectifs. Tu le dis souvent aussi qu'on conseille si ça vous convient, ça convient pas. Donc, ça reste, ça reste des règles en guillemets facultatives. C'est pas un obligatoire, je dirais, pour être capable de jouer le jeu. Ça enrichit votre partie. Ça sera jamais aussi essentiel que le livre des joueurs, le manuel joueur, même si on a apporté des améliorations significatives
au guide des maîtres. Donc, pour moi, ce guide des maîtres-là l'édition 2024 a compris quelque chose que l'édition 2014 comprenait pas. Si on veut encourager les joueurs à essayer d'être des maîtres du donjon, des maîtres de jeu, faut rendre le processus simple, faut rendre le processus intuitif, faut pas les surcharger avec d'une complexité supplémentaire, là. Donc, apprendre à être maître de jeu, c'est un chemin, comme je l'ai dit tantôt, là, qui est intimidant pour plusieurs personnes. La courbe d'apprentissage est intimidante. Donc, le livre ici offre plus d'accompagnement, offre plus une construction intuitive aussi à travers les chapitres pour comprendre comment ça fonctionne, puis comment montrer à ces personnes-là là, à quel point ils sont capables, oui, de diriger une partie, puis que c'est pas fait pour des personnes que ça fait 20 ans qu'ils jouent nécessairement. Donc, dans les avantages du livre, une organisation accessible, améliorée. Ça a été réorganisé, rationalisé, beaucoup plus facile à utiliser que la version 2014. Il y a des nouvelles mécaniques quand même, le système de bastion, nouvelles règles de fabrication des objets magiques, même si on en aurait plus, c'est intéressant que ça soit là. Puis il y a des exemples pratiques. Donc ça, pour la première fois, là, un maître de c'est ça, c'est un guide des maîtres qui comprend à la fois des aventures écrites qu'un exemple de carte de campagne. Donc, pour les gens qui ont besoin d'exemples, qui ont besoin de mise en situation, c'est vraiment fantastique pour ces nouveaux joueurs-là, pour comprendre comment ça fonctionne puis comment ils peuvent s'organiser dans ce monde-là. Pour toi, côté positif, Philippe? L'approche plus inclusive, plus facile pour les nouveaux, c'est comme on dit, beaucoup de mentions sur la confiance en soi aussi, puis le respect et se faire respecter. Je trouve qu'on y trouve un ton plus invitant. Puis c'est plus, comme je l'avais dit, un guide qu'un livre lourd et rempli d'informations qui est dur à digérer. C'est sûr que passer de 320 pages en 2014 à 384 pages, ça fait un gros morceau à consulter, mais l'ajout de plusieurs illustrations facilite la lecture tout de même. Cependant, ne vous attendez pas à pouvoir tout lire d'un seul coup. La lecture est définitivement plus compacte aussi que le manuel des joueurs. Le manuel des joueurs, je le trouvais plus espacé, plus libre, ça respirait bien, ça se consultait bien. Lui, c'est beaucoup plus condensé, compacté. C'est comme il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Ouais. Vraiment. Le revers de la médaille, donc on se doit d'être neutre. Donc les nouvelles règles, c'est quand même limité là, ce qu'on offre, bien que les bastions puis l'artisanat soient des nouvelles idées, puis ça soit de bonnes idées, on aurait pu pousser les limites un peu plus loin, introduire des nouvelles règles supplémentaires par rapport à ça. On l'a dit, la construction d'objets magiques ou la création d'objets magiques, on aurait pris plus. Les bastions, j'en aurais pris un peu plus aussi. Il y a peu de nouveaux objets magiques. Il y a, on s'entend, 400 objets magiques dans le livre là, de 2024. La plupart d'entre eux sont tirés du guide de 2014. Fait on réinvente pas la roue, là. Puis il manque également une répartition plus détaillée des prix des objets magiques spécifiques. Donc, ça fait longtemps là, que c'est souvent demandé, là, certains des prix plus spécifiques, et on l'a toujours pas. Et finalement, ben la constitution, on pourrait dire là, la manière que les rencontres sont faites, là, Wizard of the Coast a affirmé avoir corrigé certains des plus gros problèmes liés au niveau des défis dans les rencontres, mais on a toujours l'impression qu'il manque quelque chose. Là, l'édition 2024, on voit avec le manuel du joueur là, une montée en puissance avec des nouvelles règles, des maniements d'armes. Donc, les personnages ont quand même, on lit dans les commentaires YouTube que vous nous écrivez, là, par moment, on trouve qu'ils ont l'air plus forts. Mais ça rend la construction de rencontres en ce moment, parce que les règles n'ont pas particulièrement changé, en tout cas dans le guide du maître de jeu là-dessus. Peut-être j'ai l'impression qu'on est peut-être dans un moment flou en ce moment, puis
il laisse à désirer un peu. On attend là, la sortie du bestiaire. Donc, la sortie en 3 moments du guide du manuel des joueurs, du guide du maître et là du bestiaire qui sort seulement en février. On est comme dans le OK, mais il manque un élément là important pour que on ait un portrait, pour que tout soit balancé. Donc voilà. Toi, point un peu plus négatif. Je l'ai utilisé un petit peu tantôt, mais c'est lourd, c'est massif, c'est compact. J'avais vraiment très hâte de lire le guide, mais il a fallu que je prenne plusieurs pauses pour bien digérer les chapitres après le premier. Cependant, ça vient peut-être possiblement de mes propres expériences personnelles. Tu sais, moi, je suis un nouveau, je suis un MJ un peu plus vétéran, un nouveau MJ très motivé, il trouvera certainement son compte, mais quelqu'un d'autre va peut-être avoir... Faites attention, tu vas peut-être avoir le réflexe de vouloir, je vais skipper ça, mais tu sais, des fois, on va manquer des morceaux importants. On est peut-être mieux à la place de prendre une pause, puis de se dire, je vais y revenir. Puis comme tu dis si bien, Kim, Wizard of the Coast a bien innové, a bien travaillé sur le livre, mais on aurait voulu plus. C'est toujours plus. C'est comme on dirait, il arrive à quelque chose, là, tu sais, ils tiennent de quoi, là, puis hop, ça arrête là. Ouais. Tu fais comme... Mais bon, cependant, considérant la taille de l'ouvrage, fort et à parier que ce sera pour des futurs livres, parce que ça reste une compagnie qui veut vendre leurs produits. On se le cachera pas. Entre autres, le fameux bestiaire de 2025 promet beaucoup et les petits dévoilements qu'on voit ici et là promettent des adversaires ayant plus de punch qui font mal avec moins de gestion d'action. Puis je trouve que on dirait que c'est quasiment un cliffhanger. Tu sais, quand on a fini de lire le manuel des joueurs, on était comme genre, j'ai hâte au guide du maître pour comprendre certaines choses. Puis là, on a fini le guide du maître, j'ai hâte au bestiaire pour tout comprendre, finalement. C'est ça. Fait que là, est-ce qu'à la fin du livre du bestiaire, on va faire, j'ai hâte à, je sais pas quoi. Aux suppléments qu'ils vont sortir. C'est ça. Ouais, c'est ça. Mais bon, c'est comme, ça reste mercantile. Si on se le cachera pas, là. Puis, ils ont beau le dissimuler, ça a beau être vouloir, mais c'est ça. Ça en même temps, puis moi, je suis tout le temps... Oui, c'est mercantile, mais est-ce qu'on peut en vouloir à une compagnie de vouloir faire de l'argent? Parce qu'ils font pas d'argent, ils payent pas leurs employés, puis il y en aura plus de nouveaux produits. C'est ça. Il faut qu'ils sortent du stock pour que la compagnie existe. C'est ça, exactement. C'est ça. Je veux dire, on peut pas vraiment les blâmer. C'est juste que ça se ressent un petit peu. C'est ça. Mais moi, c'est comme je dis, 380 pages... C'est lourd, c'est à digérer. Moi, c'est le momentum. On dirait que là, je suis comme... Ça aurait pris un triptyque. J'aurais voulu là, aller piger, voir, OK, mais est-ce que les conditions Blooded vont être reprises? Est-ce que... on dirait que là, il y a comme des choses qui ont été avancées dans le guide, dans le manuel des joueurs, que seront pas repris dans le guide du maître, mais là, on va peut-être les revoir dans le bestiaire. Fait que là, je suis comme un peu dans le OK, mais est-ce que c'est juste un coup dans le vide, une bonne idée qui est dans un livre, mais qui est pas repris ailleurs? Est-ce que... Donc, là, j'ai hâte de voir la colle dans tout ça. J'espère que le bestiaire va nous apporter un pot de colle qui va tout faire tenir ça ensemble. Ça reste, tu sais, il y a différents noms, là. Moi, j'appelle ça l'édition 2024. Il y en a qui appellent ça la 5.5, l'édition révisée. C'est pas la 6e édition. Ça a tout le temps été clair. Ce n'est pas une 6e édition. Fait même si on en voulait plus, on ne fait pas s'attendre à ce qui révolutionne le jeu. Parce que c'est pas ça. C'est pas une 6e édition. Ça reste que tout est rétrocompatible parce que c'est pas si nouveau que ça. Mais c'est ça. J'ai quand même hâte, j'ai encore espoir là que tout s'allie bien avec la sortie du bestiaire. Février. 12 février? Je suis plus sûre la date exacte. Il me semble que l'officiel, c'est 12 février, puis en boutique, c'est quelque chose comme genre... c'est ça, 2 semaines avant. En boutique Game Shop, là où d'ailleurs j'ai acheté ma copie. C'est une boutique locale. Là. Allez dans vos boutiques locales, parce que les grosses boutiques attendent officiellement la sortie pour pas se faire chicaner par Wizard of the Coast. Les petites boutiques peuvent se permettre un peu plus de latitude là-dessus. Ils se sont fait donner la permission de le faire. Les local gaming stores, ils ont la permission de le sortir en même temps que le pré-release. C'est ça. Si vous achetez sur D&D Beyond, en même temps, vous l'avez en même temps que les local gaming stores, les boutiques locales de jeux. Voilà, ça fait quand même, on disait que ça durait moins longtemps. On a vraiment éhontément menti. C'est ça que ça fait quand moi et Philippe, on parlait ensemble. Mais si vous avez des questions, des affaires parce qu'on n'a quand même pas abordé un paquet de trucs, posez vos questions en commentaire, ça va nous faire plaisir de vous répondre. Puis sinon, mais on se dit avec beaucoup
Là, je compte mes mois rapidement dans ma tête, là, décembre, janvier, février. On se revoit dans moins de 3 mois pour parler du fameux bestiaire auquel on a vraiment hâte. Et ben voilà. Donc, si vous voulez nous suivre, abonnez-vous à la chaîne. Abonnez-vous, vous pouvez nous encourager sur Patreon. Abonnez-vous à la chaîne des Contes et des Dés de Philippe aussi, avec qui c'est tout le temps le plaisant de partager des discussions et des parties. Et sur ce, ben, on se dit à la prochaine. Bye! Merci encore de nous avoir écoutés.